Bonjour à vous et bienvenue dans le 173e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'album L'homme qui en a trop vu, un titre qui s'appuie sur l'histoire du photoreporter Ali Arcadi, que met en scénario Simon Rochepeau, en dessin Isaac Vance, et qui est publié aux éditions Futuropolis. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Les Beatles à Paris, un titre que nous devons au scénario de Philippe Thirault, épaulé par Vassilissa Thirault, au dessin de Christopher, et c'est publié aux éditions Robinson. Je parlerai ensuite de l'album Les Herbes Sauvages que l'on doit à l'auteur d'origine canadienne Adam de Souza et qui est édité chez Gallimard. J'aborderai aussi la sortie de l'album Delta Blues Café que l'on doit au scénario de Philippe Charlot, au dessin de Miras et que publient les éditions Grand Angle. Ensuite, je vous entraînerai au Maroc pour vous parler de l'album Des femmes guettant l'annonce que l'on doit à Fedwa Mouisk pour le scénario, Odd Masso pour le dessin et qui est édité chez Sarbacane. Je vous présenterai aussi après le 3e et dernier tome de la série Cadre Noir, adaptation d'un roman de Pierre Lemaître par Pascal Berthaud au scénario, Giuseppe Liotti au dessin et c'est édité chez Rue de Sèvres. Enfin, je terminerai par la réédition dans la collection La Bibliothèque de Daniel Clowes des éditions Delcourt de Poussée, album que l'on doit au récent vainqueur du Fauve d'Or au Festival d'Angoulême, Daniel Clowes. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi de très bonnes futures lectures. C'est un témoignage saisissant et fort que je voulais mettre en avant dans cet épisode, un témoignage qui trouve un écho d'autant plus fort en cette période où la guerre et la violence font encore rage aux 4 coins du monde. Ce témoignage, on le doit à 3 artistes, celui qui est au centre de cet album, le photoreporter d'origine irakienne Ali Arcadi, le scénariste Simon Rochepeau et le dessinateur Isaac Vance. C'est l'histoire de ce premier qui est raconté dans L'homme qui en a trop vu, un titre qui peut se lire de 2 façons, à la fois celui qui en sait trop pour garder tout cela pour lui, mais aussi celui qui a vu trop de violence pour continuer à la fréquenter de si près. C'est en Irak en 2016 que nous transporte le cœur de ce récit, au moment où se déroule la bataille de Mossoul, qui a pour objectif de reprendre la ville irakienne tombée entre les mains de l'État islamique. Photoreporter habitué à couvrir les guerres et les combats, Ali Arcadi va accompagner les soldats de l'ERD, la division de réaction rapide, composée d'hommes sans peur aux méthodes musclées qui vont aller au contact des terroristes. Dans cette unité, Ali connaît un certain Omar qu'il a suivi par le passé, et c'est par ce biais qu'il obtient l'autorisation de suivre ces hommes pour ce qui est présenté comme une bataille décisive pour débarrasser la région du mouvement Daesh. Armé de son appareil photo et de son enthousiasme, c'est ainsi qu'il débarque en pleine nuit dans un campement où se trouvent d'autres journalistes venus couvrir l'événement, rappelant par là la nécessité d'être présent sur place, bien souvent au péril de sa vie. Mais voilà, en creux, l'album nous parle aussi d'Ali, de ses motivations et plus que photographier la guerre, ce qui pousse le photoreporter à prendre de tels risques et surtout de rendre une humanité à tous ces civils qui se retrouvent coincés au milieu des combats.
Comme Ali, le lecteur est alors embarqué au plus près des combattants dans un album où le dessin d'Isaac Vance a l'intelligence de ne pas verser dans le gore gratuitement, suggérant plus la violence qu'il ne le montre réellement. Le rouge, qui tranche parfois sur un fond noir ou les couleurs froides, se charge bien assez de nous rappeler la violence propre à cette situation que les soldats de l'ERD vont alimenter bien allègrement, comme on le découvre au fur et à mesure que l'on tourne les pages de cette bande dessinée intense. Si au début on peut comprendre la nécessité d'interrogatoires un peu musclés pour faire avouer aux suspects leur appartenance à Daesh, très vite ces interrogatoires se transforment en séances de torture que ne manque pas de documenter Ali avec son appareil photo. Collant au plus près des soldats dont on découvre avec effroi les méthodes qu'ils emploient pour faire avouer des personnes qui sont parfois innocentes, Ali raconte avec son appareil cette violence qui existe aussi dans le camp de ceux qui se présentent comme des sauveurs. Comme un voyage au bout de l'horreur qu'il nous invite à faire à force de photographier et filmer ces exactions cruelles que commettent des soldats qui parfois ne sont plus dans leur état normal, Ali finit par se mettre en danger. Album construit avec beaucoup d'intelligence, qui raconte aussi ce qu'est devenu Ali à la suite de cet épisode et de quelle façon voir ces horreurs peut avoir un impact sur sa propre vie, il est un témoignage édifiant sur les atrocités que peuvent faire commettre une guerre, qu'importe le camp dans lequel on se situe. Mettant clairement en scène des épisodes qui contreviennent aux accords de Genève et qui relèvent du crime contre l'humanité, Ali montre à travers cela que les méthodes pour mettre fin à la barbarie sont parfois tout aussi barbares. En cela, le scénario de Simon Rochepeau est parfaitement bien construit, sans traîner en longueur, il nous fait toucher du doigt cette réalité qu'Ali Arcadi a pu vivre au plus proche et dont il nous livre le témoignage ici. Comme dit précédemment, le dessin d'Isaac Vance est tout en retenue autour de ce sujet si sensible, mais n'oublie pas de le rendre dynamique grâce à un découpage rythmé et ce trait si particulier qui esquisse les personnages pour mieux les garder à distance. En personnage central, Ali s'avère plus détaillé que les autres dans ses impressions et ses émotions, comme le miroir qu'il nous tendrait de tout ce qu'il est en train de vivre directement sur le terrain. Bref, vous aurez compris que j'ai eu un gros coup de cœur pour cet album, à la fois dur et nécessaire. L'homme qui en a trop vu est un titre qu'édite la maison Futuropolis pour une histoire qui tient en 136 pages et qui est disponible en librairie depuis le 3 avril dernier. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est à Paris que débute notre revue des sorties, un Paris qui se prépare à accueillir ce qui n'est pas encore devenu un phénomène mondial. Je veux parler des 4 de Liverpool au look tellement identifiable, les Beatles. Les Beatles à Paris est un titre qui nous transporte en janvier 1964 pour une série de concerts à l'Olympia étalés sur 3 semaines à un moment charnière où les Beatles sont en train de devenir le groupe de musique que tout le monde connaît aujourd'hui. D'ailleurs, les 4 s'étonnent, le soir du premier concert, de ne pas plus déclencher l'hystérie de la foule, passant même derrière le chanteur d'origine mexicaine Trini Lopez à l'applaudimètre. Mais voilà, la tournée qu'a souhaité Bruno Cocatrix dans sa salle de spectacle a surtout vocation à faire connaître les Beatles de l'autre côté de la Manche, avec comme objectif de faire décoller une carrière à l'international grâce à cette belle vitrine qu'a savamment orchestrée leur manager Brian Epstein. Celui que l'on surnomme encore aujourd'hui le 5e Beatles et qui s'occupait des 4 au quotidien et de leur carrière apparaît dans cet album comme un personnage central, permettant au groupe de s'enlever des épaules toute la pression pour se concentrer sur l'aspect artistique, mais aussi jouir d'une certaine liberté. L'arrivée en France des 4, ou plutôt des 3, rejoint le lendemain par Ringo, a permis aussi au groupe de faire monter leur popularité auprès d'un public de plus en plus acquis à leur cause, qui ne demandait qu'à s'enthousiasmer pour le groupe anglais. Très plaisante, cette bande dessinée essaye surtout de raconter de l'intérieur cette aventure parisienne, l'attrait des 4 garçons pour les femmes françaises, à commencer par Brigitte Bardot, plus que pour la culture,
des garçons qui vont aussi se prêter avec politesse au jeu des shootings photos et des interviews. L'album est aussi l'occasion de se replonger dans une époque où l'on y croise le jeune Johnny Hallyday, venu accompagner le tour de chant de Sylvie Vartan à l'Olympia, ou encore le photographe Jean-Marie Perrier qui en profitera pour immortaliser les 4 de Liverpool. Le scénario de Philippe Thirault, épaulé par Vassilissa Thirault, nous replonge de la plus belle des façons dans cette époque, proposant aussi quelques flashbacks sur la première expérience de John Lennon et Paul McCartney au début des années 60 dans la capitale parisienne. Avec un style ligne claire qui apporte en lisibilité et en fluidité, Christopher entraîne son lecteur dans ce récit, épaississant les contours de ses personnages et offrant quelques incursions sur les concerts des Beatles de toute beauté. Rehaussé par les couleurs de De Greff, ce dessin participe au plaisir de cette lecture pour un album sorti le 6 mars dernier aux éditions Robinson, un titre que j'ai vraiment apprécié, comme vous l'avez certainement compris. Avec la fin du lycée, ce sont un tas de questionnements qui se présentent aux jeunes qui vont soit se tourner vers les études supérieures ou soit vers la vie active, avec cette pression que l'on peut ressentir dès lors sur ce choix crucial que l'on doit faire. Dans Les Herbes Sauvages, le personnage principal, une jeune fille qui se prénomme Olivia, mais que tout le monde surnomme Oli, va refuser de faire ce choix et ouvrir une troisième voie, une sorte d'odyssée qu'elle va mener pour rejoindre une communauté. C'est que depuis l'âge de ses 12 ans, Oli rêve de cette communauté idyllique, baptisée Evergreen, une communauté qui s'est installée sur une île du Canada où vit Oli, communauté qui a décidé de s'éloigner du tumulte du monde. Ne souhaitant pas participer à ce monde violent, cruel et injuste, Olivia pense que son bonheur passera par cette vie éloignée de la civilisation, une communauté qu'elle a décidé de rejoindre en compagnie de 2 camarades qui terminent tout juste le lycée comme elle, Milo et Alvin. C'est ainsi que l'ouvrage va nous inviter à suivre le cheminement que vont faire les 3 pour rejoindre le campement de la communauté Evergreen, dans un cheminement qui, vous le devinez sûrement, ne va pas se passer comme prévu. D'ailleurs, si Oli décide de fuir la région de Vancouver, ce n'est pas seulement pour fuir la civilisation. Par petites touches, on comprend pourquoi cette jeune fille hypersensible décide de s'éloigner de ses proches, des raisons liées aussi à cet âge de la vie qu'est l'adolescence, où tout semble si crucial et important. À travers ce cheminement apparaissent aussi les rapports entre les 3 jeunes gens, les motivations qui les ont poussés à suivre les pas d'Oli dans une histoire qui sait prendre son temps pour développer toutes ces thématiques et que j'ai trouvé passionnantes. C'est à Adam de Souza, auteur d'origine canadienne, que nous devons ce très beau titre, subtil et sensible, qui s'est joué avec les codes de l'adolescence pour mieux nous immerger dans ce trio que l'on suit tout au long des 240 pages de ce récit. Avec un dessin fouillé, expressif et dynamique, dont chaque couleur semble être le reflet des émotions, le lecteur est embarqué dans ce cheminement physique, doublé d'un cheminement existentiel à hauteur d'adolescent, qui nous fait comprendre que plus que la destination à atteindre, l'important c'est le chemin qui nous y mène. Réflexion profonde qui nous fait nous retourner sur l'adolescent que l'on a été et que nous avons enfoui au fond de nous. Les Herbes Sauvages est un vrai coup de cœur que j'ai eu pour un titre sorti le 13 mars dernier aux éditions Gallimard. C'est un très bel hommage rendu au blues que nous propose Philippe Charlot dans son nouvel album, lui qui est encore accompagné ici du dessinateur Miras pour une plongée dans une Amérique que le temps a su préserver et qui prend vie sous nos yeux émerveillés. Delta Blues Café est le titre du nouveau venu, un album qui met en scène des personnages hauts en couleur, à commencer par ce vieux professeur d'université acariâtre venu assister à une projection d'un film rendant hommage à Robert Johnson. Légende du blues qui retrouve la lumière, entre autres grâce à la bande dessinée récente que lui a consacrée Franz Duchazeau, Johnson est ici incarné par un certain Lop, le prénom Paul mais à l'envers, jeune noir américain qui est le personnage central de cette histoire. Lop veut savoir ce que le professeur Moore a pensé de cet hommage rendu à Johnson, et c'est ainsi qu'il va se transformer en chauffeur du vieux grincheux pour une promenade que l'on va faire en sa compagnie et celle de la non moins âgée Jay-Z. Cette galerie de personnages qui mélange les générations et les couleurs de peau est un reflet de cette musique dont il est ici question,
une musique qui prend sa source dans le delta du Mississippi et que l'on joue encore au Delta Blues Café, lieu où nous entraîne le récit. Dans ce lieu, les masques tombent, le professeur que l'on pense insupportable gagne en humanité, et au son de la guitare et des paroles des chansons qu'il entonne, c'est son histoire qui se raconte en creux. C'est celle d'un jeune universitaire brillant, amoureux d'une chanteuse noire qui était en couple et qui l'a abandonnée, emmenée loin de la région par un mari jaloux, une chanteuse nommée Tunica Grace qui aura eu le temps de lui consacrer une chanson avant de s'éclipser. Seulement, l'enregistrement a totalement disparu de la circulation, un disque pourrait se trouver chez le vieux voisin, raciste jusqu'aux os, qui préfère garder et faire brûler sa vieille collection de disques que la remettre au professeur Moore. Entre préservation de la mémoire et transmission, Philippe Charlot fait revivre un style musical et une région de la plus belle des façons dans une histoire passionnante que met en image le très talentueux dessinateur d'origine polonaise et installé à Londres, Miras. Comme sur Ellis Island, présenté ici même au moment de sa sortie, son trait précis, expressif ainsi que ses belles couleurs rendent un bel hommage à cette musique et cette histoire en offrant un album savoureux à déguster avec les yeux. Ce style semi-réaliste, qui éloigne aussi le blues du convenu noir et blanc dont il est souvent accompagné, permet ainsi de redonner des couleurs à ce style musical dont il est souvent rappelé combien il était lui-même haut en couleurs. Si je regrette juste une fin qui arrive trop rapidement à mon goût, il faut dire que j'aurais bien repris quelques pages. Pour le reste, c'est un excellent moment que j'ai passé en me plongeant dans ce titre que vous pouvez retrouver depuis le 27 mars dernier aux éditions Grand Angle. C'est au Maroc que nous entraîne le titre suivant, baptisé Des femmes guettant l'annonce, un album que l'on doit au duo Fedwa Misk pour le scénario et Aude Massot pour le dessin, pour une réflexion qui va tourner autour de l'IVG. Depuis quelques mois, l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement comme on l'appelle aussi, est revenue au cœur des débats depuis que les États-Unis ont décidé de durcir leur législation. En France, si l'on a pris la décision récente de l'inscrire dans la Constitution, cela a mis en valeur une chose, partout sur la planète, la bataille est loin d'être gagnée pour des femmes qui souhaitent disposer librement de leur corps. L'annonce en question, dans l'album qui nous intéresse, c'est une évolution de la loi en faveur de l'IVG, une annonce attendue à la suite d'un débat qui secoue la société marocaine et qui sert de toile de fond à cette histoire. Cette histoire, c'est un récit aussi banal qu'atypique, un road movie qui va faire que 3 femmes vont se mettre en route à la recherche d'un chirurgien gynécologue qui acceptera d'interrompre leur grossesse, le tout dans l'illégalité bien entendu. Nous sommes alors à Casablanca, nous allons commencer par découvrir le trio de femmes autour de laquelle tourne cette histoire, à commencer par Nisrine, militante féministe qui lutte activement pour cette cause avec son activisme quotidien. Elle retrouve son amie Lila, jeune femme célibataire que les nausées subites et l'évanouissement vont pousser à faire un test de grossesse qui s'avérera positif. Dans une société conservatrice, encore fortement empreinte de religion, être une mère célibataire est mal vu, et c'est pour cette raison qu'elle a décidé de ne pas garder l'enfant. Dans le cabinet d'un gynécologue de Casablanca, elles vont y retrouver Malika, maman de 5 enfants déjà, et qui ne se voit pas en mettre un 6e au monde, surtout qu'elle n'est pas épaulée par son feignant de mari, un certain Tibari. C'est sur les routes du Maroc que les 3 vont s'engager à la recherche de celui ou celle qui acceptera de les prendre en charge, intervention tout aussi risquée pour des praticiens qui subissent une véritable chasse aux sorcières. Si le sujet est grave et abordé avec sérieux, l'introduction donnant d'ailleurs le ton, l'album n'en oublie pas pour autant de faire passer un bon moment de lecture avec ce trio en couleur et improbable qui ne manque pas d'humour. Le scénario intelligent et astucieux de Fedwa Misk est porté par un dessin enlevé, tout en rondeur et en couleur chaude, reflet du joli pays dans lequel le lecteur est embarqué. Pour autant, la critique de fond sur ce sujet sérieux, sujet confisqué par les hommes, permet à la fois de lire une histoire captivante avec un album qui ouvre le champ de la réflexion, une réflexion qui n'a jamais été aussi d'actualité. Ce sont les éditions Sarbacane qui éditent ce bel ouvrage sorti le 3 avril dernier, une histoire qui s'étend sur 160 pages et que je recommande chaudement.
Avec Après se termine la trilogie Cadre Noir, adaptée du roman de Pierre Lemaitre par Pascal Berthaud, qui a confié à Giuseppe Liotti le soin de mettre le tout en dessin pour une aventure palpitante que j'ai adoré suivre. Si une relecture des 2 premiers épisodes, qui s'appelaient Avant et Pendant, n'est pas inutile, on est tout de suite replongé dans le bain dès les premières pages de cette 3e livrée. Pour rappel, nous y suivons Alain Delambre, dont la retentissante prise d'otage qu'il a effectuée au sein de l'entreprise Exial l'a conduite jusqu'en prison et devant les tribunaux, comme on le découvrait dans les 2 premiers épisodes. Mais voilà la couverture du tome 1 avec Delambre, entre 2 policiers du GIGN, le sourire aux lèvres, nous laissait penser qu'il allait falloir se méfier des apparences dans cette histoire, et ce fut effectivement le cas. Au début de ce 3e tome, le procès est terminé et Alain Delambre s'apprête à retrouver la liberté et un joli magot dont il espère bien profiter en compagnie de sa famille une fois sorti de derrière les barreaux. Cadre au chômage quand on le découvrait dans le premier épisode, ce dernier tome nous en apprend un peu plus sur qui est véritablement Alain Delambre et sur la manière avec laquelle il a su tirer son épingle du jeu en se servant de la société Exial pour faire fortune. Mais si vous suivez cette série, vous savez pertinemment que rien ne se passe comme prévu, d'autant que nombreux sont ceux qui attendent la sortie de Delambre avec une certaine impatience, à commencer par Fontana, homme de main du patron d'Exial. Bref, dans ce 3e tome, le lecteur comme certains personnages se font encore balader, au sens propre comme au sens figuré, dans un tome où course-poursuite et jeu de dupes viennent agrémenter les 80 pages de cet album. Histoire passionnante doublée d'une véritable réflexion sur le monde du travail et sur le fait de vouloir faire fortune à tout prix, Cadre Noir est un triptyque agréable à lire et aussi captivant du premier au dernier épisode. Le dessin semi-réaliste de Giuseppe Liotti sert parfaitement bien cette histoire, son cadrage est dynamique et il donne un côté très cinématographique à son récit pour le plus grand plaisir du lecteur. Les couleurs froides, mais douces, de Gaëtan Georges finissent de donner du relief à ce dessin qui participe grandement au plaisir que j'ai pu faire de cette lecture. Comme pour les 2 tomes précédents, ce sont les éditions Rue de Sèvres qui éditent cette passionnante série que vous pouvez dès lors retrouver dans son intégralité en librairie, puisque ce dernier tome est disponible depuis le 20 mars dernier. Comme toutes les 2 semaines, je conclus cet épisode en mettant en lumière un ouvrage spécial, un titre qui vient trouver une place dans la collection créée chez Delcourt et baptisée La Bibliothèque de Daniel Clowes. Collection qui regroupe à la fois les rééditions de cet immense auteur américain, elle a aussi accueilli en fin d'année dernière Monica, album inédit qui fut récompensé en janvier dernier du Fauve d'Or à Angoulême. Voilà donc qui devrait apporter une notoriété supplémentaire à cette collection que Delcourt propose depuis 2 ans maintenant, une collection qui s'est enrichie le 6 mars dernier de Poussey, album sorti à l'origine en 2006 chez l'éditeur Rackham. C'est dans un milieu qu'il connaît bien et qu'il fréquente depuis très longtemps, celui de la bande dessinée, ou plutôt du comics américain, que nous entraîne l'auteur via son alter ego anti-héroïque qui porte le même prénom que lui, Daniel Poussey. Comme Daniel Clowes, Poussey est un auteur de bande dessinée capable de tout faire, travaillant dans une industrie avec ses codes et ses normes qui devient dès lors un vrai terrain de jeu comique pour l'auteur. Dans cet album en noir et blanc où s'enchaînent 9 histoires courtes, Clowes déploie un humour acide et vachard contre le milieu de la bande dessinée, mais pas seulement, celui de l'art contemporain en prend pour son grade aussi au passage. À travers les petites histoires qu'il déploie, on découvre le jeune Dan Poussey qui fait ses premières armes dans la bande dessinée en compagnie du professeur Infinity, et c'est sur son lit de mort qu'on le quittera, après avoir découvert une existence qui le fera devenir un auteur incontournable. C'est en qualité de dessinateur dans le studio de création du professeur Infinity que Poussey fait ses premières armes dans ce studio où sont créées des séries à la chaîne, des séries qui doivent correspondre au goût d'un certain public. Rapidement remarqué, le jeune Poussey se complaît dans cette notoriété naissante qui flatte son autosatisfaction, même s'il reste au fond de lui l'ado solitaire que renforce son aspect physique avec les grosses lunettes, le regard baissé et les dents bien en avant.
Avec un trait caricatural, aux expressions exagérées et aux têtes plus imposantes que les corps, Daniel Clowes croque ce petit monde de la bande dessinée américaine où chacun espère être reconnu un jour en tant qu'artiste. Le plus amusant est que l'auteur lui-même est aujourd'hui devenu une star du 9e art, un auteur majeur qui se voit célébré dans le monde entier et dont la réédition de cet album est comme un anti-clin d'œil à ce qu'il est devenu. Amusant, agréable à lire, parfois hermétique, car parlant d'un sujet pointu, Poussée est une belle pierre de plus que pose Delcourt sur un édifice passionnant à découvrir. Je veux parler de cette bibliothèque de Daniel Clowes, que je prends à chaque fois plaisir à découvrir ou redécouvrir. Ainsi se termine ce 173e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album L'homme qui en a trop vu, un titre que l'on doit au trio Ali Arcadi pour le témoignage, Simon Rochepeau pour le scénario, Isaac Vance pour le dessin et que publient les éditions Futuropolis. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode. J'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 22 avril, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.